C'est difficile de reprendre la parole après autant de courage politique. Le mot courage est un mot qui a été prononcé de nombreuses fois dans ces discours. Alors on va essayer d'avoir du courage, on va essayer d'avoir du culot, on va essayer d'être innovant collectivement pour penser l'Europe et la rendre peut-être meilleure, mais une Europe dans un monde globalisé. Alors je m'appelle Pascal Perzo, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir piloté, animé une équipe formidable pour fabriquer, c'est une fabrique ici comme dans le monde artistique, cette première édition, ce premier rendez-vous continental autour de l'Europe et l'Europe dans le monde. Et c'est beaucoup d'énergie, c'est un bébé qui s'est constitué en 5 mois. Chez certains mammifères, ça fait des très jolies choses, parfois des moutons à 5 pattes. En tout cas, on est content d'avoir eu cette énergie avec l'ensemble de nos partenaires qui sont très nombreux. Le réseau académique, très important, qui s'est mis en place. On était au Collège de Bruges il y a quelques semaines pour préparer et annoncer ces travaux. Nous avons l'Université de Bocconi, nos amis allemands à Köln, évidemment la Sorbonne, très active. Les étudiants vont être là avec nous pendant les 2 jours. Et donc c'était important aussi de mettre en avant tout ce réseau de réflexion, d'intelligence, de talent, d'innovation pour cette conférence. Les entrepreneurs nous ont beaucoup aidés, évidemment, parce que pour fabriquer un bébé comme ça, il faut des moyens. Il faut s'engager dans la durée. Et puis les médias, c'est important parce que quand on parle d'Europe, souvent les médias se cachent, ont peur ou ont honte, trop souvent. En tout cas, ceux qui nous accompagnent ont eu le courage, l'intelligence de vouloir interroger, interpeller tous nos décideurs, tous ceux qui prennent des décisions, qu'ils soient dans le monde politique, le monde institutionnel, le monde créatif, le monde des sciences. Essayer d'imaginer effectivement et rendre notre monde un peu plus agréable. Je voudrais aussi saluer particulièrement Cédric Villani, vice-président d'Europa Nova. C'est un grand mathématicien, évidemment, l'un des meilleurs. Il a constitué autour de nous un comité d'orientation excessivement pertinent, excessivement iconoclaste. Mais Cédric Villani, c'est aussi un grand humaniste. Et je voudrais qu'on l'applaudisse très fort. Cédric. C'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Je voudrais aussi saluer Cynthia Fleury, qui était à côté de moi il y a quelques minutes, philosophe, vice-présidente aussi d'Europa Nova, qui fait partie de cette génération il y a 10 ans, qui ont constitué ce think tank. À l'époque, moi, je dirigeais un think tank international qui était présidé par Raymond Barre, et Guillaume Clossat faisait partie d'un certain nombre de gens que j'avais rassemblés dans un forum européen de think tank qui permettait déjà à des gens de réfléchir sur l'Europe. Et au moment où la France a présidé l'Union européenne en 2008, Guillaume était aux côtés de Jean-Pierre Jouyet et à nos côtés pour la 3e édition de ce forum des think tanks. Le message là aussi, c'est de se dire qu'il faut fédérer l'intelligence, le contenu, les savoir-faire de beaucoup d'institutions et de fondations qui travaillent sur ces sujets-là. Et c'est quelque chose auquel on va s'atteler dans les prochains mois et dans les prochaines années. Voilà, je ne vais pas être trop long parce qu'on a déjà dépassé largement le temps. Et puis, il faut qu'on puisse avoir de la diversité européenne par genre et par talent. Moi, j'en ai pas beaucoup de talent. Par contre, Kirsten van den Hul, qui va co-animer avec moi ce matin cette journée, fait partie justement de ce programme des jeunes talents européens qui a été lancé par Europa Nova. Cédric Villani est un bon exemple aussi de ces talents européens qui ont fonctionné en réseau avec des profils complètement différents. C'est ça aussi qu'on a voulu faire autour de ces tables rondes. On va donc avoir 2 jours très intenses, très créatifs. On peut tout se dire, on peut retirer les cravates. D'ailleurs, j'en ai pas mis ce matin, je m'en excuse pour ceux que ça a pu choquer, mais c'est juste pour vous dire qu'on va avoir effectivement un temps de réflexion, un temps de dialogue. On n'est pas dans un monde de bisounours, les sujets sont parfois compliqués quand on parle de croissance, quand on parle de diversité, quand on parle de science, quand on parle de démocratie. Mais en tout cas, le dialogue est ouvert et ce dialogue il va être très interactif. Et je cède la parole très rapidement à Kirsten van den Hul, qui va donc, avec beaucoup de charme et de talent, animer cette journée avec moi. Kirsten, the floor is yours. Merci. Ça marche? Je pense pas. Non, je pense pas. Mais oui, maintenant ça marche. Bienvenue. Welcome. Marhaba. Benvenuto. Je sais pas quoi d'autre. Est-ce qu'on a des langues? Welkom. Ma langue est hollandais. Alors je sais pas. Il y a des Hollandais? Ah, une. Welkom. À 2. Welkom, hartelijk welkom. Moi, je m'appelle Kirsten van den Hul et je suis une des 40 Under 40 Young European Leaders. C'est un programme d'Europa Nova. Oui.
Merci. Il y en a d'autres, je les ai vus. Alors, où sommes-nous? Le 40 under 40, oui. Bienvenue 40 under 40. Et moi, je suis votre master, ou bien mistress of ceremony, pendant la première moitié de cette journée-là. Alors, j'ai une annonce qui se concerne le Twitter. Qui parmi vous a Twitter? OK. Get on Twitter, people. It's nice, it's fun. Mais bon, si vous êtes au Twitter, vous pouvez envoyer un message avec le hashtag Europanova. Et ça va apparaître ici sur l'écran. Mais aussi, chaque modérateur, il a une tablette ici. Et si, par exemple, vous avez une très bonne question ou bien une pensée géniale, vous pouvez l'envoyer. Et le modérateur l'aura sur son écran et peut l'introduire dans la table ronde. Si vous n'avez pas Twitter, ce n'est pas de problème. Vous pouvez aussi envoyer un SMS 31035 ou bien visiter le web app wissembly.com/Europanova. Pour l'instant, je veux passer la parole à notre premier modérateur et c'est à vous de vraiment faire bouger cette journée avec le premier discours. Quel projet européen pour porter la croissance de demain? C'est à vous. Mark John. Bonjour. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Je m'appelle Mark John, je suis chef de bureau pour Thomson Reuters en France. Merci surtout pour Pierre Moscovici et Enrico Letta pour ces excellentes contributions, ces introductions à notre thème. Quelle sera l'Europe de l'avenir? Quelle sera, comme dit le Premier ministre Letta, l'idée partagée de 2023? Est-ce qu'on sera timide? Est-ce qu'on sera courageux? Est-ce qu'il y a seulement des choses négatives qui nous attendent? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Donc, juste encore un rappel pour le mode d'emploi. Il y a des possibilités de faire des tweets, des SMS. Évidemment, puisque vous êtes dans la salle, vous avez aussi le luxe de pouvoir lever la main aussi pour poser des questions à la fin. Hein. Donc, c'est très important. Votre participation, on va avoir une bonne demi-heure après pour poser des questions. Et on veut vraiment que ça soit aussi participatif et dynamique que possible. Voilà. Donc, rapidement, c'est la croissance, l'emploi. L'enjeu est très simple pour l'Europe. Si nous, on veut préserver notre qualité de vie, notre niveau de protection sociale, des services publics, il faut les économies, il faut pouvoir les financer et de générer suffisamment de croissance pour créer de l'emploi pour nos enfants et leurs petits-enfants. Le FMI s'inquiète déjà de l'Europe, ce qu'il appelle un écart sensible entre la croissance en Europe et celle des autres grandes économies, notamment les États-Unis. Donc la question est vraiment posée. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir parmi nous des acteurs politiques, économiques, qui, j'espère, peuvent nous donner des pistes de réponse à ces questions-là. Une rapide introduction. Philippe Bautry, directeur d'affaires publiques de EADS. Adolfo Mesquito Nunes, c'est le secrétaire d'État du tourisme du Portugal. Pierre Nanterme, PDG d'Accenture World. Thierry Repentin, ministre français des Affaires européennes. Thomas Japiro, professeur au Warsaw School of Economics de Pologne. Et Jean Dubosquet, conseiller du PDG de Total en France. Voilà, donc je vais immédiatement poser la première question. Je permets de donner la parole à Pierre Nanterme de Accenture qui va nous donner quelques réflexions sur ce thème-là. Vous êtes évidemment une société de consulting, de outsourcing, de services technologiques globales, mais le marché européen est bien sûr très important pour vous. Donc comment est-ce que vous abordez justement cette question? Oui, bonjour à tous. Et, je vais répondre à votre question, mais certainement démarrer en vous disant pourquoi je suis là ce matin et pourquoi en effet je suis là un samedi matin à la Sorbonne, ce qui n'est pas mon habitude habituellement. Je ne suis pas à cet endroit, à cette heure-là. Et donc, qu'est-ce qui a fait aussi qu'Accenture s'est positionné comme partenaire de cette opération? La première raison, je
démarrais par moi-même dans cette manière-là, c'est que je suis un acteur engagé, je préfère le dire tout de suite. Il y a un discours de vérité dans cette manifestation. Le président de l'État l'a donné, vous ne venez pas ici si vous n'êtes pas un acteur engagé, si vous n'avez pas quelque chose de fort à partager. Engagé pour l'Europe, je dirige en effet un groupe extrêmement global qui intervient partout dans le monde. Je le dirige d'Europe, et non seulement je le dirige d'Europe, mais j'ai le tour de force de le diriger de France, ce qui, par les temps qui courent, n'est pas souvent le plus facile. Mais j'adore mon pays, et donc je reste en France pour diriger un groupe mondial. J'ai beaucoup travaillé pour l'Europe, j'ai été très engagé dans des organisations européennes ou des organisations patronales françaises, et en écoutant le président l'État, il est clair que si on regarde dans 10 ans, on a fait une grande partie de la construction en regardant le passé. Qu'est-ce qu'il fallait régler lié à notre histoire. Aujourd'hui, il est temps de regarder qu'est-ce qu'il convient de créer pour le futur à horizon 2013 et de finir cette construction. Donc pour moi, il n'y a aucun doute que ça doit être la prochaine étape doit être autour des États-Unis d'Europe, une Europe totalement intégrée. Sinon, on n'arrivera pas à franchir la dernière marche et intégrer financièrement, intégrer culturellement également. Et extraordinairement diverses. En Europe, on est tous extrêmement diverses. J'ai fait une recherche sur mon propre nom pour savoir d'où je venais. Toujours intéressant. Le nom vient du Nord. Nom à consonance germanique de guerrier hardi. Donc j'étais assez content, j'ai poursuivi les recherches. Donc là, 25% de guerrier hardi qui vient du Nord et 25% italien. Donc je suis ravi. Et le reste étant 50% plus ou moins français. Donc on est tous européens par la force des choses. Mais ce n'est pas suffisant. Accenture est une entreprise extrêmement engagée sur le plan européen. On a 237 000 personnes dans le monde, 60 000 en Europe. C'est 40% de notre activité. L'Europe est extrêmement importante pour l'économie. C'est 25% de l'économie mondiale. Quand l'Europe va bien, le monde va bien. Quand l'Europe va mal, le monde va mal. C'est aussi simple que ça. On a besoin d'une Europe extrêmement forte sur le plan économie. Et puis le troisième point, avant de très rapidement brosser les éléments que vous avez mentionnés, c'est de partager avec vous une ambition, mais une frustration, pousser un cri d'alarme fort. Cette Europe, elle est fantastique, elle a un potentiel considérable. On entend des discours merveilleux sur ce que l'on pourrait faire, mais ça marche trop mal. Ça marche trop mal et c'est un vrai problème. Aujourd'hui, quand vous dirigez un groupe mondial et vous prenez 3 chiffres, par exemple, qui viendraient à l'esprit, c'est 5-2-0. Voilà comment un patron d'un groupe mondial va regarder le monde. 5, c'est la croissance du reste du monde. 2 à 3, c'est la croissance des États-Unis. Et 0, c'est la croissance de l'Europe. Voilà comment on voit l'Europe dans le monde. Et partout où vous allez, on va vous dire « Ah oui, l'Europe, c'est cette zone économique de 25% qui ne croit pas. » Voilà comment on nous voit. Je pense qu'on ne nous voit pas autrement. Ici, on se voit avec un énorme potentiel. On nous voit aujourd'hui encalminés à 0% de croissance. On nous voit comme étant un problème. Alors ici, on se voit comme ayant un énorme potentiel, parce qu'on est européens, et les Européens ont toujours une très bonne opinion d'eux-mêmes, y compris moi-même d'ailleurs. Mais à l'extérieur, on est vu comme étant un enjeu important. Et surtout, on ne comprend pas à l'extérieur pourquoi une zone qui a autant de talent, d'innovation, de richesse, d'intelligence, est encalminée à 0% et à un chômage structurel de masse aussi élevé. C'est totalement incompréhensible. C'est totalement incompréhensible, surtout par rapport à d'autres pays qui n'ont pas du tout les talents et toutes les richesses que l'on a. Donc seule l'Europe, c'est mon sentiment en la matière, ne peut régler ce problème collectivement et en franchissant cette dernière marche qui est extraordinairement difficile de constituer les États-Unis d'Europe, surtout en ce moment, où toutes les forces visent à un repli protectionniste, culturel, identitaire sur les pays. C'est un drame absolu, ce qui est en train de se poser. Donc je voulais démarrer par ça et partager avec vous pourquoi je suis là ce samedi matin. Après, sur les axes de croissance, et vraiment en 2 mots, est-ce qu'on peut croître en France? Oui. D'où viendra la croissance? On a parlé de la révolution technologique. Évidemment, vous pouvez vous douter qu'en dirigeant Accenture, je ne pouvais que parler de cette révolution technologique. Oui, c'est par l'économie digitale que l'on trouvera des relais de croissance, entre autres,
mais sollicite un relais de croissance extrêmement important. On en a des évidences sur le plan mondial. Par l'économie digitale, j'entends bien évidemment toutes ces vagues de transformation qui sont autour du cloud, d'analytics, de la mobilité, des social networks. Vous connaissez tous les chiffres. 7 milliards d'habitants ont un téléphone portable. 7 milliards, c'est plus que la population du monde aujourd'hui. Vous avez 30 milliards d'objets connectés aujourd'hui dans ce qu'on avait appelé l'industrie des objets. Vous avez 1 milliard d'utilisateurs Facebook, ils sont tous ici. Et vous avez 90% des données mondiales qui ont été générées uniquement ces 2 dernières années, sur toute l'histoire de l'humanité. Donc quand on voit ça, cette économie digitale, elle est là et elle peut relever le défi de la croissance. Comment elle peut relever le défi de la croissance? Vous avez posé la bonne question. Quel est l'avenir de la jeunesse en Europe? Est-ce qu'on va leur trouver des jobs? Moi, c'est mon souci. Moi, je n'ai pas ce problème-là. J'en ai un. Je ne fais pas partie des 40 under 40. Je fais plutôt partie des 40 under 50, over 50, mais under 60. Allez, voilà. C'est déjà pas mal. Mais c'est à eux qu'il faut s'adresser aujourd'hui. C'est pour ça que je suis venu ce matin. Je ne serais pas venu dans un forum où on aurait été entre nous, entre dirigeants d'entreprise, qui parlent à dirigeants d'entreprise qui ont tous un job, et un bon job. Mais c'est parler aux jeunes pour leur dire il faut qu'on règle ce problème-là. On sait que 2015 ou 2020, on peut créer 4 millions d'emplois autour du big data. On peut en créer vraisemblablement 1,5 million. Autour cloud et big data, c'est plus de 5 millions d'emplois. On a ces évidences. On sait qu'en Europe, on utilise le cloud 2,5 fois moins que les États-Unis. Vous imaginez la perte de productivité que l'on a. Donc il y a en effet des enjeux liés aux nouvelles technologies. Dans quelles industries? Vous posez la question où il faut le faire. La santé vient immédiatement à l'esprit. En 2020, autour de cette période-là, il y aura 500 millions d'habitants en Europe, 100 auront plus de 65 ans. On a un marché de la santé qui existe. On a des acteurs de la santé, les hôpitaux, les assureurs, les grands fournisseurs de matériels médicaux, etc., etc. On les connaît tous. Les grands acteurs de la pharmacie. On sait que cette économie va devenir extrêmement digitale et on sait qu'elle est porteur de croissance. Bien sûr qu'il faut investir massivement dans cette industrie. Je peux en citer une autre, mais c'est sûrement celle qui est la plus importante. Alors, qu'est-ce que peut faire l'Europe par rapport à ça? Alors, la question, est-ce que l'Europe doit faire? Moi, je vais vous dire mon sentiment. L'Europe des grands projets, ce n'est pas ma tasse de thé. Alors, ces trucs, dès qu'on a un problème, on va lancer des grands programmes, on va lancer des grands projets. L'agenda de Lisbonne était sur l'économie de la connaissance. 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Et tous les ans, on dit qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va faire des grands projets. C'est un espèce de mot magique. Quand on ne sait pas quoi faire pour faire la croissance, on va lancer des projets. Et après, on dit mais quels projets? On ne les connaît pas parce qu'il n'y a pas de grands projets. Il y a d'un côté des investisseurs dont il faut libérer les énergies et les capacités d'investissement, et c'est le secteur privé. C'est leur job. Le job du privé, c'est d'investir, c'est d'innover, c'est de recruter, c'est de créer des produits et services. C'est le job du secteur privé. Le job du régulateur, et moi je les rencontre beaucoup, y compris Michel Barnier qui était là tout à l'heure, c'est de créer les conditions de la croissance dans leur régulation. Est-ce que c'est fait en Europe? Insuffisamment. Le président italien le disait, on a plus d'une centaine de telcos en Europe. 110 ou 120. C'est absurde. Alors là, heureusement, on se réjouit en 2013 d'avoir enfin une régulation qui harmonise le marché des télécoms. On aurait dû le faire il y a 10 ans, bien évidemment. Bon, il faut avancer. Je ne suis pas là pour faire de l'Europe bashing, je suis là pour faire avancer. Mais c'est absurde. Donc il faut faire des régulations, et j'en parle beaucoup aux régulateurs, qui soient des régulations de la croissance et pas des régulations de la décroissance. On a des régulations qui visent à prévenir et pas à libérer. Et ça, c'est un autre cri que je souhaite lancer. Aux régulateurs, quand ils seront là, j'ai la chance de participer à l'instance qui prévoit des régulations dans le cloud européen, le EU Cloud Steering Committee, et on a des débats, et des débats profonds sur comment cette régulation-là, qui est en train de se faire au moment où on parle, est-ce qu'elle va libérer la force du digital ou est-ce qu'elle va la tuer? Ce n'est pas réglé. On va revenir, merci beaucoup pour ça. Alors, une Europe qui marche trop mal, une Europe qui est vue comme un problème.
Cela dit, il y a des possibilités d'utiliser les technologies numériques comme le cloud computing pour être moteur de croissance. Pas de grand projet peut-être. Comment alors? J'aimerais avoir une réaction politique à ça, si possible. Thierry Repentin, projet de Lisbonne qui ne serait rien donné, produit, mais la politique peut donner des pistes de régulation raisonnables pour promouvoir la croissance. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que la politique peut faire pour la croissance en Europe? Bien, il y a quelques mois, lorsque j'ai été nommé ministre des Affaires européennes, j'ai eu la chance, dans les jours qui ont suivi, de participer à une réunion avec le commissaire Tajani, où on m'a présenté une expérimentation de lunettes faites à destination de celles et ceux qui, dans le continent européen, ne voient pas, donc non-voyants, leur permettant de se déplacer sans avoir besoin d'une assistance humaine ou animale. Et puis dans quelques semaines, j'aurai la chance d'assister au lancement d'un nouveau satellite du programme Galileo. L'un ne va pas sans l'autre. L'un et l'autre sont le fruit d'une coopération européenne entre secteur privé et secteur économique. Si je vous dis ça, c'est des projets extraordinaires, totalement complémentaires, à des échelles, vous l'avez bien compris, complètement différentes. C'est aussi pour dire que nos écoles, nos laboratoires, ils sont remplis de jeunes, ou de moins jeunes d'ailleurs, qui ont des envies, des idées, des talents et des rêves plein la tête. Et notre rôle de responsable public, c'est évidemment de voir comment, à l'échelle européenne, m'exprimant ici au nom du gouvernement français sur cette dimension-là, nous pouvons leur apporter le carburant nécessaire pour passer de l'imagination à la concrétisation. Et pour cela, je pense qu'il faut agir sur au moins 3 grands axes. Le premier grand axe, même si il paraît un peu techno, un peu loin de ce que peuvent comprendre nos concitoyens, mais Pierre Moscovici l'a cité, c'est la consolidation indispensable de cette dimension que l'on appelle l'union économique et monétaire. En quelques minutes. D'abord en mettant effectivement en place une véritable union bancaire. Pour faire quoi? Alors on dit c'est pour réguler la finance. Alors ça a tout de suite une connotation négative de corseté. L'idée c'est quoi? C'est de mobiliser prioritairement les disponibilités budgétaires à l'échelle de l'Union européenne pour le cibler vers l'économie réelle, tout en protégeant en même temps les intérêts des épargnants et des contribuables pour globalement créer un climat de confiance pour les investisseurs, car nous avons besoin que les investisseurs se mobilisent, et ils le feront d'autant plus facilement que l'Europe leur a été capable de créer un cadre dans lequel ils pensent que les risques ont été anticipés par les autorités européennes. C'est pour cela qu'on a obtenu un accord sur ce qu'on appelle la supervision unique. Donc toutes les banques vont être regardées dans leur fonctionnement par notamment la Banque centrale européenne pour anticiper, éviter des catastrophes comme nous en avons connues dans certains pays il y a peu de temps. Et elle va pour ce faire des stress tests, des tests de résistance au printemps de tous les établissements bancaires conséquents dans l'Union européenne. L'étape d'après, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de résolution unique qui nous permettra là aussi de responsabiliser les banques dans leur prise de décision et de faire en sorte aussi que les usagers de ces banques, c'est-à-dire finalement vous et moi à titre individuel, soyons assurés que les dépôts que nous mettons dans ces banques ne soient pas remis en cause si d'aventure il y a un crash dans tel ou tel établissement. Cet approfondissement, il est, je le répète, vraiment nécessaire. C'est une des bases de la solidité de l'économie, du climat que nous créons pour l'économie, pour les entrepreneurs, pour les entreprises, les start-up, pour qu'elles puissent effectivement avoir les moyens dont elles ont besoin. Il faudra aussi, je fais un écho à ce qu'a dit Enrico Letta tout à l'heure, que sur au moins les 18 de l'Union européenne, nous ayons un gouvernement économique plus réactif, plus responsabilisé, car nous avons vu par le passé que face à des crises économiques, nous avons pris du temps.
les décisions ne sont pas allées de soi. Quelquefois, d'ailleurs, elles ont été contestées. Il a fallu les reprendre. Et ça, c'est de la perte de temps et c'est de l'affaiblissement de l'économie Union européenne, avec à terme un budget propre pour la zone euro, lui donnant en quelque sorte un budget supplémentaire pour accompagner des pays qui veulent avoir une politique économique plus approfondie que nous ne l'avons aujourd'hui. Mais ça ne suffira pas, car je veux absolument dire que dans cette première partie, c'est-à-dire le renforcement de l'union économique et monétaire, nous devrons lui donner une dimension sociale. C'est une dimension qui a manqué au cours de la dernière décennie, les politiques de l'union économique et monétaire se faisant exclusivement à travers des indicateurs financiers, budgétaires. J'ai entendu quelqu'un à la tribune dire tout à l'heure, il faut que nous ayons une Europe qui sache parler à nos concitoyens. On devra poser la question de la dimension sociale de l'union économique et monétaire. Il y a eu un premier pas qui a été posé hier, c'est la première fois dans l'histoire. La Commission a proposé des indicateurs sociaux pour tenir compte de la situation de chacun des pays à qui on ne peut pas demander forcément les mêmes efforts en termes de convergence. Et il faudra bien qu'on se pose la question, par exemple, ce sont deux exemples parmi beaucoup d'autres, poser la question du salaire minimum, c'est un vrai sujet. Et quels sont les moyens que l'on se donne entre nous pour ne pas se faire de dumping social, pour qu'on ne favorise pas le travail low cost au sein des 28, alors même qu'on devrait tout faire pour que ces dispositions de concurrence déloyale ne se fassent pas sur les 28, mais plutôt se fassent à l'égard des pays tiers vis-à-vis de ce grand marché. La deuxième dimension, c'est le renforcement du marché intérieur. Marché intérieur dont on peut penser qu'effectivement, avec ses 500 millions de consommateurs avec un pouvoir d'achat plutôt élevé, il est le premier du monde. On doit le renforcer, notamment en développant des stratégies européennes ambitieuses pour des secteurs prometteurs. Ça a été le cas dans le passé sur l'aviation. Personne ne peut le contester que c'est un succès. Ce succès doit être au rendez-vous d'un certain nombre de thématiques industrielles. Celle d'actualité, c'est le numérique. Je n'y reviendrai pas si ce n'est pour dire que pour que ça marche, pour que nous puissions faire émerger des champions européens, où on n'a pas le droit à l'échec, parce qu'en plus c'est une dimension qui parle beaucoup à la jeunesse européenne. Il faut une politique industrielle numérique qui soit à l'échelle de l'Europe. Elle n'existe pas aujourd'hui. Définir des règles du jeu équitables en matière fiscale entre les acteurs. Ce n'est pas possible de laisser continuer une concurrence, là aussi, sur ce secteur d'un pays à l'autre au sein de l'Union européenne. De garantir la propriété de celles qui créent, la propriété intellectuelle des industries créatives, et puis protéger dans cette économie émergente qui sera considérable demain, les données personnelles pour sécuriser l'environnement numérique de nos concitoyens comme de nos entreprises, et l'actualité notamment internationale avec l'activité volontariste de la NSA donne une résonance d'ailleurs très particulière à ce que je vous dis sur ce dernier point du numérique. Mais ce que nous faisons pour le numérique, il faudra le faire dans d'autres filières d'avenir à terme, et c'est pour cela qu'il y aura 3 ou 4 rendez-vous dans les mois qui viennent, notamment sur l'énergie et sur l'aspect de l'armement. Dernier point sur lequel je veux intervenir, c'est les investissements d'avenir. Il faut que nous puissions être présents sur des domaines sans lesquels, des moyens sans lesquels, il n'y aurait pas de démarrage d'un certain nombre d'activités, parce que entre l'idée du laboratoire et sa traduction industrielle, il y a besoin souvent d'un coup de pouce public que ne récusent d'ailleurs pas les investisseurs privés. Je le dis en passant. Souvent, les privés ont besoin effectivement de ce coup de pouce. C'est ce qu'il y aura, je l'espère, dans le budget qui sera voté la semaine prochaine par le Parlement européen, 125 milliards d'euros sur la période 2014-2020, tout particulièrement sur la recherche et le développement. C'est aussi les moyens qui sont développés par la Banque européenne d'investissement. Il y a un petit événement qui est passé complètement inaperçu. En juin dernier, on a recapitalisé cette banque de 10 milliards d'euros. C'est le plus gros effort qui n'a pas été fait depuis 55 ans au sein de cette institution européenne. Qui permet quoi? D'accompagner des PME qui ont des idées, d'accompagner des territoires qui ont des projets et qui ne trouvent pas auprès des réseaux bancaires classiques ce qu'il faut pour se développer. Je veux dire un petit mot sur Erasmus. Oui, parce que quelqu'un aussi a dit tout à l'heure, il faut que Erasmus puisse embrasser plus de jeunes qui veulent de la mobilité.
on va le faire, on va passer de 8 à 16 milliards. Mais au-delà du nombre, moi ce qui m'intéresse et ce qui m'importe encore plus, c'est qu'on va élargir le profil. C'est-à-dire qu'on ne va pas le réserver uniquement à des jeunes de l'enseignement supérieur. Nous allons le faire à l'égard de jeunes en formation par alternance dans les entreprises, vis-à-vis également des apprentis. Il me semble que l'Europe doit aussi se démocratiser. J'ai essayé de donner quelques pistes, sans acronyme, puisqu'on nous a invités à le faire. Le seul que j'ai fait, c'est la NSA, mais ce n'est pas un acronyme européen, donc vous me le pardonnerez. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, effectivement, il y a un rôle quand même pour l'État. Donner un coup de pouce pour être le carburant de la moteur de croissance, peut-être. J'ai encore un petit peu d'espace dans mon tablette là pour des questions. Hein, donc, n'hésitez pas toujours à faire des SMS, des tweets. Je vais les accueillir ici. Je pense qu'on va aller maintenant à Philippe Bautry, directeur des affaires publiques chez EADS. Avant, vous étiez 7 ans à Matignon, sous Lyon Jospin et Jean-Pierre Raffarin, avant de rejoindre EADS, je crois, en 2006. Vous avez bien une perspective à la fois politique et économique et tout ça. Est-ce que vous pouvez donner votre perspective sur notre question? Merci. Merci, oui, tout à fait. Comme le ministre Thierry Repentin, EADS a entendu Enrico Letta, surtout quand c'était le dictateur qui s'exprimait, puisque, vous l'avez vu, EADS ne s'appellera plus EADS, mais Airbus à partir de maintenant. Donc c'est fini les acronymes chez EADS et nous traduisons dans les faits la volonté du dictateur Letta. Voilà. Airbus, c'est un succès. Alors un succès que d'aucuns qualifient d'européen, mais quand on revient un petit peu, et je pense que ça mérite d'être observé, quand on revient aux origines de EADS, c'était plus le fait de la volonté, la traduction de la volonté d'un homme, Jean-Luc Lagardère, qui a su convaincre à l'époque Gerhard Schröder et Lionel Jospin de créer cette entité, que réellement une volonté portée par les institutions européennes. Alors maintenant, c'est effectivement un immense succès, mais c'est un succès qui se heurte à des difficultés, et vous l'avez vu récemment. On va faire, si vous le permettez, tout d'abord un petit focus sur la défense, puisque vous savez que la défense est dans l'ADN d'Airbus, maintenant, Airbus Group, sachant que nous sommes, dans ce domaine-là, tous confrontés à des nouveaux paradigmes, imposés notamment par la baisse des budgets de défense en Europe, et en France particulièrement. Face à ça, et on en est tous convaincus, je pense, il est indispensable, si ce n'est pas vital pour nos groupes, en particulier EADS Airbus, dont le caractère dual est fortement ancré, de nous adapter à ces nouvelles donnes, à cette nouvelle contrainte. Un élément de réponse, c'était, vous l'avez suivi, je pense, le projet de fusion avec BAE. Un projet de fusion qui donnait sens, puisque EADS et BAE, regroupés, donnaient le premier acteur dans le domaine, le premier acteur mondial, supplantant ainsi Boeing, le concurrent américain. Malheureusement, cette proposition, qui faisait sens à un niveau européen, n'a pas su convaincre ou n'a pas su, en tout cas, rallier un certain nombre de positions. Et on s'est heurté à un échec. Et malheureusement, ce qui est, mon cher Marc, une proposition concrète, là, n'a pas été suivi des faits. Et c'est dommage parce qu'on est tous convaincus ici que ce groupe, qui serait, comme je le disais, devenu numéro 1 mondial, aurait été en mesure d'affronter, dans un monde compétitif, la concurrence, avec plus d'atouts et plus de force. Malgré cette volonté, nous continuons, nous, à travailler, et notamment dans un domaine où, là encore, on le disait en introduction, trop souvent, les particularismes nationaux prédominent. Je donne un exemple précis, puisque je pense qu'il est important d'illustrer de manière très précise cette discussion. L'hélicoptère de transport européen, NH90, a dû intégrer, en prenant en compte tous ces particularismes, et finalement on arrive avec cet hélicoptère à 23 versions différentes. Donc je vous laisse imaginer le cauchemar industriel que cela a produit, quand, en intégrant tous ces particularismes, vous arrivez à une schizophrénie de 23 types d'hélicoptères différents, quand dans le même temps, les Américains mettent un exemplaire du même modèle de Black Hawk, qui est l'équivalent du NH90, sur leur chaîne. Donc je crois qu'il est important aussi, là encore,
le ministre Repentin en parlait tout à l'heure, de rationaliser et d'essayer de mieux coordonner nos efforts. Maintenant, cette approche européenne, elle est moins européenne, comme je le disais, que la traduction de la volonté de quelques pays, en l'occurrence la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Espagne. Et donc, là encore, je crois que cette volonté européenne ne se traduit que de manière réduite, malheureusement. Les démarches nationales, on y est confronté. Et on les subit, mais aussi on a des succès. Et je reviendrai là-dessus. Quand finalement, après avoir été critiqué, je vous rappellerai tous les premières critiques que l'hélicoptère de combat Tigre a essuyé à son lancement. Il était trop cher, il était trop techno, il arrivait trop tard. Finalement, aujourd'hui, il n'y a plus une opération militaire sans le soutien de ces hélicoptères qui, je crois, ont fait la preuve de leur efficacité au combat. Et c'est finalement ça que nous recherchons. Mais ce n'est pas évident. Donc moi, je dirais qu'il y a bien une industrie européenne, mais il n'y a pas d'Europe de l'industrie, et encore moins d'Europe de la défense, qui est à ce stade aujourd'hui une faillite. Et on attend beaucoup du sommet, mais avec un pragmatisme, je crois, assez réel. L'industrie, comme je le disais, reste trop souvent structurée sur des bases nationales. Donc la coordination portée autour d'un projet par plusieurs nations est compliquée. Nous devons harmoniser les besoins, rationaliser ou mieux coordonner les chaînes de décision. Le particularisme national est l'ennemi de l'intérêt collectif. Je crois que ça a été dit par Guillaume en introduction. L'intérêt européen est remis en cause. La question des normes, Monsieur le ministre, est ici posée, ainsi que le rôle évident de la Commission. Pour permettre de nouveaux projets européens, et c'était la question, et je pense ici aux drones, il faut de bonnes règles de gouvernance. La structuration d'un programme ne peut pas être le résultat d'une seule conférence diplomatique. Comme pour tout programme, il est indispensable de désigner un donneur d'ordre unique et fort, ainsi qu'un seul maître d'œuvre pleinement responsable. Et je rejoins ce que disait le patron d'Accenture. De plus, il faut partager les mêmes objectifs entre pays clients et s'y tenir, ce qui suppose d'ajuster le nombre de partenaires en fonction de leurs attentes capacitaires. Revenons aux règles de gouvernance. Les programmes en coopération fonctionnent bien quand ces bonnes pratiques sont appliquées. Une petite chose que j'ai remarquée aussi, vous parliez de l'époque où j'étais à Matignon, et je crois qu'il est important que le ministre Repentin peut-être fasse quelque chose dans ce domaine, c'est le nombre répété des élections nationales auxquelles nous sommes confrontés et qui bloquent toute initiative européenne. Regardez, l'esprit de Saint-Malo. L'esprit de Saint-Malo avec les Britanniques en 1998 a été bloqué très rapidement parce que Tony Blair s'est engagé sur ces élections en 2001. 2012 en France a paralysé un petit peu l'activité et actuellement nous au sein du groupe Airbus nous sommes confrontés avec nos meilleurs amis et partenaires allemands aux élections à la recherche de la coalition par la chancelière. Inutile de vous dire qu'en ce moment c'est un petit peu bloqué pour faire avancer les choses chez EADS. Dès lors, c'est effectivement extrêmement difficile de faire avancer nos projets. Maintenant, les projets, il y en a. Depuis l'affaire Snowden, et le ministre en parlait, les événements récents qu'on n'évoquera pas, Monsieur le ministre, nous avons, nous les Européens, tous pris conscience de la faiblesse de nos systèmes. Deux domaines qui sont d'avenir et sur lequel Airbus Group se penche, la cybersécurité et les avions sans pilote. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je crois que ce sont deux domaines extrêmement porteurs où si nous, Européens, ne sommes pas leaders, demain, ça sera tout américain ou tout chinois. C'est exactement ce qui avait été dit de manière précédemment. Donc moi, pour terminer, je pense que nous pourrons réaliser ce que nous appelons de nos voeux si on est face réellement à un projet européen qui supplante ou qui prend le pas sur ce que Guillaume appelait les agrégats, ou en tout cas que l'addition des politiques nationales s'efface devant la volonté de ce projet européen. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, vous avez parlé là de la volonté nationale réelle de faire des politiques très importantes comme l'Europe de la défense. Est-ce que la volonté est là, effectivement? Je pense aussi que vous avez repris un peu le thème de Pierre Nanterme sur la question des normes de régulation, l'importance, le rôle que l'État et les institutions européennes peuvent jouer dans ce sens-là aussi. Merci beaucoup pour ça. I'm going to turn now to Thomas Shapiro.
passe maintenant à Thomas professor at the Shapiro, Warsaw School of Economics in professeur Poland. à He's been la looking very Warsaw closely School of at the Economics, qui economy travaille of Europe. étroitement, Basically, he's come right out of the crisis and has got some important things to say. qui Some travaille projects that have been done in sur that- ces in that questions de sortie de crise européenne. Merci beaucoup. Can you hear me? Thanks. Okay, so talking about imagining Europe, rethinking Europe. Donc, and talking quand on about pense projects à for l'Europe, growth, you think about les growth. projets de What does it croissance mean? And you have européens, immediate answer, il faut réfléchir à ce... On Everybody veut needs une to be réponse happy, immédiate. possibly at no cost. L'objectif est de Sounds plaire à tout le monde, ironic, mais sounds sans bitter. que ça n'ait un coût. Why? Ça peut Before I sembler un answer, peu amer maybe I'd et like ironique. to Pourquoi tell cela? that Eh bien, avant I de will try to répondre, convey j'aimerais double sense of this ironic statement. expliquer la Why double bitter? ironie de cette Europe déclaration. lags behind Alors, mon amertume vient du fait and que the gap l'Europe in terms of productivity, innovation, est à la widens. traîne des États-Unis If en you, termes however, look into the d'innovation data, et de the croissance. analysis Mais shows that it's si vous not that regardez les simple. données, l'analyse montre que First of all, les different choses ne sont European pas si countries stand simples. better than Les US, some différents others worse. pays And also européens sont because en if you meilleure get situation que les even États-Unis. deeper, Et it si l'on regarde results encore from de individual plus près preferences. la Some situation, people like to work about 40 hours weekly, some certains about aiment 20. travailler 40 and that's heures, their d'autres choice. 20 heures, et c'est un The choix consequence of this individuel. analysis, La of course, conséquence I'm de doing cette some analyse à oversimplification, but différents niveaux, et everything je shown simplifie on data, en and there are partie, numerous publications on mais that. il y a de nombreuses données et So the publications qui conclusion is soutiennent that we used to cette think réflexion. that Nous US is a pensions par le kind of passé que les innovative États-Unis country, étaient un but pays Europe is a place we are d'innovation happy to live. et que l'Europe you était take surveys, le continent 8 du of bien top vivre. places Mais si l'on are in regarde only des 2 enquêtes, are outside. cela n'est pas forcément you may confirmé. Think, therefore, how to cope with that. Donc, How it il happens. faut que l'on And then I will réfléchisse skip aux part of my solutions presentation. I wanted to que l'on talk peut about apporter. policy Alors, after my j'allais parler European policy, de after other politique people were talking européenne, now, because I agree with them. mais I think mes it's premature prédécesseurs to talk about à la the tribune united l'ont European déjà bien policy fait. Je for pense future, que de as we parler have d'une politique proven that there are européenne so many commune differences that probably should est be at très least bipolar. ambitieux Part of that should et focus on honnêtement, innovation and research nous and development, avons vu part par of le that passé à on quel point c'était efficiency difficile de in mettre other cela en capitals, place human and social et je capitals. pense que le capital humain et However, social we est have vraiment cohesion le policy domaine and dans some lequel nous successes of devons this policy and plutôt also some focaliser nos differences efforts. Mais in Europe and en Europe, we have new threats or de nouvelles menaces, ou en tout cas des menaces qui auraient pu être décelées avant, telles que le vieillissement, mettent à mal nos projets. Donc j'aimerais parler de ce que l'on appelle la compression temporelle. Le changement est de plus en plus rapide. On change d'emploi, de voiture, d'appartement de plus en plus souvent. Et c'est également le cas pour nos idées sur l'économie. Et si vous avez lu Lewis Carroll à travers le miroir, la reine rouge dit il faut courir aussi vite que possible pour ne pas reculer. Cela veut dire que si l'on pense à l'avenir, il faut réfléchir à quelque chose de différent. Notre expérience a montré qu'il est possible de faire des efforts incommensurables et de ne pas avancer, et d'ailleurs que les fossés s'agrandissent. Donc, où devons-nous tourner la tête? À mesure que l'économie développe des capitaux financiers, économiques, mais également humains et sociaux,
eh bien, ce sont ces éléments qui deviendront les dénominateurs communs de l'Europe. Le projet européen de demain, je pense, devrait se focaliser sur la création d'une nouvelle agora européenne, un endroit où les Européens et leurs idées se rencontrent. Et donc il s'agit d'un retour aux racines. Quand on regarde la situation d'un point de vue économique. Alors je sais que toutes ces remarques sont très généralistes à un niveau macro, mais moi je travaille à l'université et je pense que j'aimerais vous expliquer comment moi, à mon niveau, je crée la stratégie de mon université. Les deux piliers sont la consolidation interne. Nous n'avons plus que 15 instituts plutôt que 70. Et cela nous permet de créer des partenariats de groupes plus larges. Et c'est grâce aux discussions de partenaires forts que l'on peut innover. Et d'un autre côté, il faut être ouvert afin d'ouvrir de nouveaux lieux d'interaction. Donc pour rendre tout cela plus concret, l'université aujourd'hui est un lieu de rendez-vous pour ceux qui reviennent à l'université. On pense non seulement aux générations qui ont moins de 40 ans, mais également aux générations de moins de 80. Et nous avons une université du troisième âge, des gens qui ont plus de 60 ans. Alors la question évidemment se pose, celle du coût, mais en fait nous avons résolu le problème grâce à un certain nombre de bénévoles et différents instituts de formation continue se sont joints à nous et nous espérons que cela constituera une bonne pratique, un exemple à suivre en Europe. Je vous remercie. Donc il va peut-être falloir repenser les institutions européennes comme vous l'avez fait à l'université grâce à de nouveaux partenariats, à une ouverture à des nouvelles façons de faire plutôt que de toujours essayer de courir dans le même sens alors même que les vents sont contre nous. Et cela nous apporte, cela nous amène à Adolfo Mesquita Nunes du Portugal, dont le pays a été vraiment au cœur des turbulences et crises économiques de ces 5 dernières années et qui connaît un taux de chômage de 17%, chômage des jeunes qui est sans doute le double, mais un pays qui cherche des solutions pour sortir de la crise. Je pense que vous avez toute une série de remarques controversées à partager avec nous sur l'Europe et son avenir. Des questions sur mon tablette pour après. Merci. Thank you. Just an information, the unemployment is now under 17%. Maintenant, le chômage est descendu en dessous de 17% depuis 3 mois. Nous avons une tendance baissière, 16,4%, et la même chose vaut pour le chômage des jeunes. Donc c'est au moins une bonne nouvelle. Donc, depuis le début de la crise, ou en tout cas le moment où l'on a dévoilé cette crise, il a beaucoup été discuté de ce qu'il fallait faire en Europe. Et la plupart de ces discussions se focalisaient sur le pan politique. Comment gérer la crise à un niveau politique, comment changer notre modèle européen, nos institutions politiques. Mais il s'agit là d'une crise économique. Alors, je suis ravie de parler des institutions politiques européennes, mais
si l'on passe trop de temps sur ce point, eh bien, on a tendance à négliger l'économie et focaliser toute notre attention sur la politique. La crise n'est pas la faute de l'Europe, mais la crise est la conséquence de mauvaises politiques en Europe et ailleurs dans le monde. Et donc, quand on essaye de découvrir pourquoi cette crise a eu lieu, quelle en est l'origine et quels sont les moyens de la gérer, il ne sert à rien de dire il nous faut plus d'Europe parce que cela ne serait pas arrivé si l'Europe était plus forte, s'il y avait une Europe politique plus forte. Eh bien, non, ça ne suffirait pas. Nous avons des problèmes économiques dans chacun de nos pays qu'il faut que nous prenions à bras le corps. C'est évidemment une image plaisante que d'imaginer que nous sommes une union économique, mais l'Espagne, le Portugal, la Suède, la France, l'Allemagne, nous avons tous des problèmes spécifiques économiques et nous avons tous des visions différentes sur comment résoudre ces problèmes. Et notre secteur, les acteurs du secteur privé ont été formés différemment. Au Portugal, le secteur privé est habitué à un État fort et omniprésent et omnipotent. Donc si l'État se retire, ils ne sauront pas comment réagir. Dans d'autres pays, la situation est très différente. Donc je pense que nous devons revoir le modèle économique que nous appliquons depuis les 10 dernières années, tout particulièrement si on veut être compétitif face aux économies des BRICS et les autres pays émergents. Donc, aujourd'hui, nous basons sur des idées du passé. Si l'on regarde l'économie aujourd'hui et la façon dont l'Europe gère l'économie aujourd'hui, eh bien, il s'agit de plus en plus de strates, de réglementation, de lois. Je suis secrétaire d'État au tourisme au Portugal, qui est un des rares secteurs qui continue à croître et qui a assez peu souffert de la crise. Et en effet, l'année dernière a été une des meilleures années en termes de tourisme au Portugal. Et donc souvent on me demande, mais pourquoi un tel succès? Eh bien, il y a toutes sortes de raisons, mais je commence souvent en disant, le tourisme, c'est un domaine où il n'y a pas de politique européenne et donc je peux faire ce que je veux dans mon propre pays. Et ça n'est pas le cas du ministre de l'Agriculture ou de la Pêche ou autre. Donc tout cela pour dire que nous sommes en train d'inventer des réglementations, des régulations jour après jour au niveau national, évidemment, mais cette activité de prolifération des règles se fait également au niveau européen. Et donc, quand nous recevons ces documents que nous devons approuver, quand je demande pourquoi on a encore cette réglementation, encore cette règle supplémentaire, on me dit c'est l'Europe. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas de réglementation, mais je pense qu'il faut avoir également en parallèle une tendance à la déréglementation pour aider notre secteur privé à grandir. Alors, on a parlé des 4 libertés ce matin. Est-ce qu'on respecte aujourd'hui ces libertés? Nous mettons en place toute une série de règles qui empêchent les entreprises d'être compétitives vis-à-vis des entreprises d'ailleurs dans le monde. Donc, on dit que c'est une protection contre les autres, mais au départ, la liberté en Europe, eh bien, on considérait que l'autre, que ceux contre qui on se protégeait, c'était nos voisins. Et donc, la liberté est une bonne chose parce que la liberté fonctionne, la liberté de circulation fonctionne. Et si l'on et il faut qu'on revienne à ces valeurs fondamentales.
On peut avoir une banque centrale avec de forts pouvoirs, mais si nos économies ne sont pas fortes, ne sont pas solides, cela ne fonctionne pas. Et il n'est donc pas étonnant que les anglo-saxons aient dit d'accord, si vous voulez une banque centrale plus forte, eh bien, donnez-moi vos politiques, donnez-moi les rênes pour que je sache que mon argent est bien dépensé. Donc, je pense que j'ai été suffisamment polémique comme ça. Je m'arrête là. Message très clair. Trop de régulations, trop de lois. Jean Duroskek de Total, comment est-ce que ça s'applique, si oui, à le secteur énergétique Total? Merci. Peut-être tout d'abord un petit mot de la part de Christophe de Margerie. Il se faisait une joie de s'exprimer devant vous ce matin. Il en a été empêché. Il m'a demandé de le remplacer et il vous transmet toutes ses salutations. Beaucoup considèrent que le secteur de l'énergie est un domaine privilégié où l'on peut trouver des opportunités d'initiative qui permettent de relancer la dynamique communautaire. Disons, cette intuition, elle est assez logique. Au fond, la construction communautaire, elle démarre par des initiatives concrètes dans le domaine de l'énergie avec l'ACK et Euratom. Et puis, disons, les problèmes énergétiques de l'Europe, ils sont assez largement communs. Deux en particulier. L'Europe, d'une façon générale, est peu dotée en ressources énergétiques. La mer du Nord s'épuise. Et donc, elle est fortement dépendante de ces importations d'énergie. Par ailleurs, l'Europe, c'est potentiellement, pour l'énergie, un marché de 500 millions de consommateurs. Et on optimise mieux sur un marché de 500 millions de consommateurs, on innove mieux que sur des petits marchés. Mais au-delà de cette intuition, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la situation de l'Europe en matière énergétique est paradoxale. D'une part, c'est un domaine qui a fait l'objet d'initiatives ambitieuses dans deux directions en particulier, effort pour construire un marché unique de l'électricité et du gaz, et d'autre part, couronné par les accords de 2008, la mise en place d'une politique énergie-climat, articulée, comme vous le savez, autour de ce qu'on appelle les 3-20, 20% de réduction des émissions de CO2 liées à l'énergie à l'horizon de 2020, 20% de l'amélioration de l'efficacité énergétique et 20% de renouvelables dans le mix électrique. Malgré ces efforts, malgré ces ambitions, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, l'Europe de l'énergie ne se porte pas bien. Son marché unique est inabouti. Les prix de l'électricité et du gaz, ils sont élevés et ils augmentent, alors qu'ils baissent dans d'autres régions du monde. Les États membres ont choisi des options de mix énergétique assez profondément différentes. Le développement des renouvelables en Europe, il a largement profité aux industriels chinois. Les grands producteurs européens d'énergie, aujourd'hui, ils souffrent et ils se plaignent. Un paradoxe, c'est que la part du gaz dans la production électrique, elle est en recul, alors que la part du charbon, qui est particulièrement émissif, augmente. Alors, bon, de tous ces éléments négatifs, faut-il conclure qu'au fond, l'idée de retrouver des facteurs de dynamisme dans le secteur de l'énergie, c'est une fausse bonne idée, ou que c'est une idée arrangée, comme d'autres, dans la catégorie des occasions perdues et qu'il faudrait se résigner à constater, tout en le regrettant, un mouvement de renationalisation des politiques de l'énergie. À vrai dire, l'Europe en matière énergétique, elle est confrontée à 4 défis. Le premier défi, c'est l'absence d'un accord international sur le climat. L'Europe, elle a fait de gros efforts en ce domaine. Elle a réduit ses émissions de CO2 de 9% depuis 1990, alors que les émissions mondiales augmentaient dans la même période de 46%. Bon, là, il y a un vrai problème.
Deuxième problème, qui est un problème de compétitivité pour notre continent, c'est le développement d'une ressource énergétique abondante et peu coûteuse aux États-Unis, c'est le gaz de schiste qui menace singulièrement certains de nos secteurs industriels, notamment la pétrochimie, et qui permet aux États-Unis d'avoir en moyenne une électricité 2 fois moins chère qu'en Europe. Troisième problème, c'est la décision non concertée prise en 2011 par les Allemands après Fukushima de renoncer au nucléaire à l'horizon 2022 et avec pour contrepartie un développement à marche forcée et à grand coût de subvention de l'électricité à partir de renouvelables. Et puis le dernier point qui n'est pas le moins embarrassant, c'est qu'au fond, dans la crise, les Européens, ils sont essentiellement soucieux de 2 choses. Des sondages récents menés par la Fondation Robert Schuman le montraient. Leurs 2 principales préoccupations, c'est le chômage et c'est la situation économique de l'Europe. Les questions d'énergie et de climat sont très très loin dans leurs préoccupations. Alors, que conclure de ce bilan en demi-teinte et de ces difficultés? Je crois que les tendances centrifuges qu'on observe, il faut plutôt que de les accepter, il faut au contraire les combattre tout en essayant de rééquilibrer les objectifs poursuivis. Là, comme je le disais tout à l'heure, l'axe directeur de la politique énergétique en Europe depuis quelques années, ça a été le climat. Et il faut probablement rétablir une approche plus équilibrée autour des objectifs que sont le climat, mais que sont la compétitivité de l'offre énergétique et qui est la sécurité de l'approvisionnement énergétique. Tel est d'ailleurs le sens d'un propos récent du commissaire Oettinger récemment, qui disait qu'aux 3 vins de la politique énergétique, il aimerait ajouter un 4e vin, qui est 20% de part de l'industrie dans le PIB en Europe à l'horizon 2020. Elle est aujourd'hui, je vous le rappelle, de 18% et de 12% seulement en France. Alors, disons, par rapport à ces idées générales, quelles orientations prioritaires pour répondre aux objectifs, à ces objectifs à concilier, et au fond, où trouver des projets mobilisateurs pour l'Europe? Je crois que le premier projet, je m'inscris tout à fait dans ce que disait le ministre tout à l'heure, il faut progresser vers un marché européen de l'énergie plus intégré, plus transparent, plus interconnecté. La deuxième idée, c'est qu'il faut gérer les divergences de choix énergétiques entre pays membres de l'Union européenne. Bon, il y a des pays qui ne veulent pas du nucléaire, il y a d'autres pays qui le trouvent très bien. Bon, les choix sont différents. Il faut l'admettre, c'est le reflet de la culture, c'est le reflet de l'histoire. Mais la divergence de ces choix, c'est un facteur, c'est aujourd'hui un facteur de désorganisation. Il faut en faire un facteur de complémentarité par une meilleure coordination entre pays, en coordonnant les programmes d'investissement, en encadrant mieux les aides communautaires renouvelables, en se fixant des objectifs communs en matière d'émissions de CO2 plutôt que de se livrer à des surenchères. Et enfin, troisième grand axe, il faut renforcer la coopération en matière d'innovation dans le secteur énergétique pour maximiser les retombées industrielles de la transition énergétique pour nos entreprises. Et certainement, le couplage entre les technologies de l'information et l'énergie est en cette matière un axe très, très prometteur. Là. Un dernier point, alors je parle plus pour les industriels. Les industriels seront des acteurs essentiels de toute politique de transition énergétique, mais pour faire leur boulot, ils ont besoin de visibilité. Et ça, c'est le devoir des politiques de nous donner de la visibilité en matière de politique énergétique. Merci. Merci beaucoup, Jean Durosquet. Je vais ouvrir ça maintenant aux questions. Très rapidement, la question, est-ce que l'Europe a l'avenir? Est-ce que, si oui, ça peut être digital, mais pas forcément avec des grands projets, mais avec des régulations plus raisonnables, avec les normes qui aident à la standardisation parfois pour vraiment cibler les grands marchés.
l'État joue quand même son rôle. On dit qu'il y a de la place pour un État qui donne des coups de pouce pour diriger une certaine politique sociale parfois. Will Europe's cities remain among the best places in the world to live? Est-ce que les villes européennes resteront parmi les meilleures villes où habiter dans le monde? Est-ce que ça existe une volonté réelle de créer l'Europe de la défense et de l'énergie pour de la croissance? Voilà. Donc, je n'ai pas beaucoup de questions en termes de tweets et SMS. C'est parce que vous préférez évidemment le vive le vive voix. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut poser une première question, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a au centre? Voilà, tout au centre, en bas. Ici. Voilà. Je vous prie, madame. Donc, bonjour, je me présente. Je m'appelle Majda Achab. Je suis étudiante en master Affaires européennes à la Sorbonne. Et j'ai eu l'occasion de réaliser un stage dans le secteur spatial. Donc, ma question s'adressait plus particulièrement à Monsieur Bautry. Donc, vous avez parlé de la volonté européenne de promouvoir le secteur spatial ou l'industrie plus généralement. Et justement, il n'y a pas longtemps, Nelly Kroes, commissaire en charge de l'agenda numérique, a réalisé un discours plutôt novateur en ce sens, en promouvant le marché des télécommunications par satellite. Donc je voulais savoir, est-ce que vous pensez que ce discours est plutôt encourageant et qu'est-ce que la Commission européenne devrait faire de plus pour encourager le développement de l'industrie spatiale, sachant que c'est une des industries les plus compétitives au sein de l'UE actuellement? Merci. Merci, oui, effectivement, je parlais des drones et je parlais aussi, enfin j'abordais le spatial. Le spatial en Europe est encore un petit peu trop morcelé. On a des champions nationaux, on a un champion européen qui paraît comme tel, mais je dirais dans le spatial, ça mériterait, comme pour Airbus aux meilleures années, peut-être un petit peu d'harmonisation. Donc je pense que ça, c'est un effort sur lequel nous travaillons. Nous travaillons avec les pouvoirs publics pour harmoniser un petit peu tout ce qui se passe dans le spatial. Et les liaisons par satellite sont effectivement un enjeu, un projet européen de taille. On parlait des normes tout à l'heure, parce qu'il faut être bien conscient que toutes les liaisons entre les aéronefs demain se feront de la sorte, et notamment, je parlais des drones, il va être extrêmement intéressant de voir comment ces drones s'insèrent dans le ciel européen, mondial demain, parce que ces avions, ces aéronefs vont prendre place, vont devoir être dirigés, vont devoir communiquer entre eux, et tout ce que vous dites fait pleinement sens à l'horizon de ces révolutions avec l'arrivée de ce type d'aéronefs. Un petit mot en complément vis-à-vis de la question de mademoiselle, pour dire que j'avais commencé mon propos en parlant de cette expérience de lunettes pour les aveugles et de Galiléo. Le premier est possible grâce, effectivement, à ces satellites. Et si je le dis cela, c'est que ça rejoint totalement, c'est une concrétisation de ce que vous souhaitez, puisque Galiléo, c'est un programme européen totalement porté par l'Union européenne, avec des industriels qui font partie d'un consortium, et que nous avons estimé les emplois à la clé à terme de l'ordre de 150 000 à 200 000 emplois créés sur l'Europe des 28 par déclinaison industrielle, dont une de ces déclinaisons est la géolocalisation à 20 cm près, par exemple pour nos personnes qui sont non-voyantes. Il y a à la clé énormément d'emplois. On est là dans l'industrie innovante, et un aspect important que je voulais dire, c'est un système civil, mademoiselle. Car c'est le système qui va concurrencer le GPS, qui est, comme vous le savez, porté par nos amis américains, mais qui est une maîtrise militaire. Et donc ça veut dire que toutes les déclinaisons qui nous sont attribuées aux uns et aux autres le sont à partir de l'administration américaine, qui peut avoir une utilisation du GPS, y compris à des fins commerciales, à des fins de défense nationale. Et moi, je pense que l'une des spécificités de l'Union européenne, c'est aussi le modèle de société qu'ils développent, notamment la liberté et les droits de chacun de leurs concitoyens. C'est
un aspect sur lequel je voulais dire un tout petit mot, et en vous disant que le projet de Madame Kroes, c'est très bien sur promouvoir les télécommunications. Il lui manque un petit aspect aussi sur justement la sécurisation de cet aspect télécommunications au titre des droits et libertés individuelles. Mais je vous invite à regarder de près ces propositions et ce qui a été dit hier au Conseil européen. Un sujet assez chaud quand même, tout à fait. Une question ici, d'abord. Là. Voilà. Yes, welcome. My name is David Chef from the College of Europe and Bruges. Je suis David Chef du Collège d'Europe. J'ai une question pour Monsieur Nanterre. Vous avez parlé de la libéralisation du secteur privé. Est-ce que vous pensez que les réformes que nous avons vues dans les États membres depuis quelques années sont suffisantes pour la déréglementation du secteur privé? Qu'en pensez-vous? Est-ce que nous avons bien travaillé ou est-ce qu'il faut travailler davantage? Je dirais mais non. C'est pour ça que nous avons les résultats que nous avons. Vous pouvez mesurer le succès des politiques par rapport aux résultats obtenus. Soit il y a de bons résultats de la croissance économique, soit il n'y en a pas. On peut mesurer le chômage, par exemple. Et je pense qu'il est évident que nous avons beaucoup de travail à faire encore pour comprendre. Et je suis d'accord avec Adolfo, il faut toujours écouter ceux qui ont moins de 40 ans et pas forcément écouter les vieux qui ont mis en place les anciennes politiques. Nous devons comprendre si nous devons faire une réglementation pour la croissance, pour libérer la croissance économique et l'innovation, ou si nous souhaitons faire une réglementation pour protéger l'existant. Bien sûr, ce n'est pas aussi manichéen que ça, mais il y a quand même ces deux questions. Nous avons travaillé ensemble sur un comité qui concerne le nuage informatique, où nous avons des débats très enlevés sur la sécurité et la protection des données. Comment est-ce que nous pouvons trouver un bon équilibre entre cet exemple très précis? Nous parlons du numérique. Cela va être au cœur de nombreuses discussions ici, y compris les discussions concernant l'aérospatiale. Pour libérer la croissance qui est liée au numérique, vous avez besoin de données. C'est évident. Si vous n'avez pas accès aux données, vous ne pouvez pas créer une économie numérique. Cela va de soi. En même temps, vous devez bien sûr avoir une sécurité des données par rapport à l'accès aux données, la protection de la vie privée. Mais nous ne pouvons pas essayer de créer cette économie numérique tout en disant mais il n'y aura pas d'accès aux données. C'est schizophrénique. Il faut trouver l'équilibre. La réponse n'est pas facile, mais à mon avis, il faut toujours prendre un peu le risque. Car le risque donne naissance à l'innovation. Car la prévention des risques, cela nous mène à une situation sans innovation. Bien sûr, l'histoire de Snowden, l'affaire Snowden, nous démontre effectivement l'importance de la sécurité des données et le lien avec l'accès à la croissance et au marché. Deux encore, parfait. Bonjour, on m'entend ? Bonjour, André Vestianu, je suis entrepreneur, j'ai monté ma boîte il y a 3 ans. Aujourd'hui on est une vingtaine et c'est nous d'ailleurs qui sommes utilisés là grâce à mon ami Pascal Perzo. Moi j'ai l'impression qu'on a parlé de plein de choses, on a parlé de régulation, on a parlé d'énergie, on a parlé de Galileo, on a parlé d'autres choses aussi. On n'a pas beaucoup parlé de start-up, on n'a pas beaucoup parlé de PME. Ma boîte, je l'ai créée il y a 3 ans, ici en France. J'ai la chance d'avoir sur scène aujourd'hui EADS qui est client, Total qui est client, le gouvernement français qui est client, Accenture qui est client. Et j'ai la chance d'avoir été au début financé, et toujours aujourd'hui par le gouvernement français, via le CIR et le SGV. Donc la France, en fait, c'est un très beau pays pour innover, parce qu'on croit en vous, on vous donne des chances, et en plus, on vous finance un petit peu. Sauf qu'aujourd'hui, moi j'ai envie d'aller à l'international, j'ai envie d'aller au UK, j'ai envie d'aller en Allemagne, j'ai envie d'aller dans plein d'endroits différents. Et comment je fais ? Qui je vais voir ou qui peut m'aider à exporter ?
Et vous, clients à moi internationaux, comment vous aussi, vous pouvez m'aider pour faire ça? Comment vous aidez les startups, en fait? Jean-Luc Busquet, peut-être? Oui. Écoutez, je suis heureux que Total travaille avec vous. Total a une action très déterminée pour aider les PME françaises à venir à l'international. On le fait, on aide, je dirais, environ 300 PME françaises par an. Par les moyens suivants. On est dans 130 pays et on accueille des VIE dans nos locaux qui travaillent pour les PME, qui explorent les opportunités de développement dans un pays. Donc ça limite le coût pour les PME, si vous voulez, puisqu'on leur propose l'infrastructure. On les fait bénéficier de nos relations au plan local. On leur organise des missions. On fait pas mal de choses en direct et puis en liaison avec les services de l'État. Par ailleurs, mais dans des secteurs énergétiques très pointus, on prend des participations en capital dans certaines PME, mais je ne pense pas que vous soyez dans ce secteur-là vous-même. Hein. Oui, voilà. Si vous le permettez, dans l'aéronautique, nous avons la chance d'être dans une filière extrêmement bien structurée. Et vous connaissez le GIFAS, où je vous encourage à aller sur Internet voir ce qu'est le GIFAS. C'est le groupement des industries françaises de l'aéronautique et du spatial et de l'espace. Et c'est un groupement qui porte un intérêt particulier justement aux PME et surtout qui permet le dialogue entre les grands groupes et les PME. Donc je crois que c'est extrêmement intéressant que vous regardiez les initiatives prises par le GIFAS dans justement cette interaction entre les grands groupes et les PME. Oui, un petit mot aussi, vous allez voir, du coup tout le monde peut vous aider un peu plus, ce qui est très bien. Il y a eu hier une question au Conseil des chefs d'État et de gouvernement qui a porté spécifiquement sur le financement des jeunes et des PME. Je vous en dis un mot, pour avoir rencontré le président de la Banque européenne d'investissement il y a une semaine sur cette question pour préparer le Conseil. La BEI, la Banque européenne d'investissement, accompagner les collectivités locales et les grandes entreprises pour des projets de 100 millions d'euros. Alors évidemment, vous êtes très dynamique, mais j'imagine que ce n'est pas de 100 millions d'euros dont vous avez besoin aujourd'hui, dans quelques années. Donc nous sommes en train de faire changer le règlement de la Banque européenne d'investissement pour venir sur des projets plus modestes, mais importants pour faire décoller un certain nombre de projets portés par des start-up. Nous avons contractualisé avec la Banque publique d'investissement et nous allons contractualiser, quand je dis nous poussons la BEI, et nous l'obligeons même à contractualiser avec la Banque publique d'investissement et avec le réseau bancaire classique pour que la Banque européenne d'investissement mette à disposition de la BPI et des réseaux bancaires de l'argent spécifiquement ciblé sur les demandes des PME et des jeunes qui créent des start-up. Cet argent sera disponible avant la fin de l'année. On va passer de 4,5 milliards de prêts de la BEI en France à 7 milliards, ciblés prioritairement sur les PME. Merci de m'avoir permis finalement de le dire. Alors, une toute dernière question de mademoiselle qui attend dès le début, excusez-moi. Allez-y. Il va falloir parler fort. Ah là, vous avez un micro peut-être? Il y avait deux. Parce que le micro m'était donné. Ah, d'accord. Peut-être encore, on peut peut-être poser les mêmes questions en même temps, peut-être. Alors, poser deux questions en même temps. Je ne sais pas. Bon, voilà, le micro est là, d'accord. Excusez-moi. Bonjour, André Lezoco-Pietri. Alors, deux remarques. Je suis un des 40, donc deux remarques et une rapide question. Une pour rassurer Pierre, puisque moi, mon nom est allemand, et ça veut dire tavernier dans la forêt. Donc, je vous assure, guerrier hardi, c'est beaucoup mieux. Et deuxième chose... Ça dépend des moments. Et deuxième chose, c'est quand même amusant de voir, juste une remarque amusante, c'est que c'est sur la partie gauche de l'estrade que les gens sont pour la libération de l'énergie et un peu plus sur la partie droite qu'on parle de réglementation. Non, ma question très pratique, c'est que j'ai beaucoup entendu parler de BEI, de BPI, et je vais vous donner un témoignage et une question très concrète. Moi, je m'occupe d'un fonds d'investissement. Vous n'avez peut-être pas entendu parler de nous, mais c'est nous qui avons amené Fosun, qui devait parler dans le Club Méditerranée. Et donc on aide des groupes européens à réussir en Chine, ce qui aujourd'hui est un facteur essentiel de compétitivité. Je crois que le Mittelstand allemand le montre bien. Quand on va voir la BEI,
quand on va voir la FEI, et je vous encourage, Monsieur le Ministre, à concrètement aller le faire, eh ben, l'avis, et je ne veux pas me parler au nom de toute l'industrie, mais vous êtes un fonds d'investissement, la barrière à l'entrée est extrêmement élevée. On a mis des procédures bureaucratiques extrêmement compliquées. Donc oui, il y a beaucoup d'argent. Mais je reviens à la remarque de Pierre, c'est que les projets, ce lien entre projet et argent, aujourd'hui, il ne se fait pas. Et moi, personnellement, je suis inquiet quand je sais que la BEI finance 40% des fonds de capital risque européens. Ce n'est pas sain du tout. Si aujourd'hui la BPI, qui est en train de devenir omniprésente partout dans le financement de l'économie française, c'est bien, mais ça veut dire qu'on ne libère pas les énergies. Donc ma question à vous, Monsieur le Ministre, c'est comment est-ce qu'on peut avoir une intervention publique qui est nécessaire, mais sans que ça devienne une drogue qui fait que finalement les acteurs privés sont complètement étouffés. Merci. Pour la deuxième Oui, si on peut prendre la deuxième et puis... Donc, bonjour, je m'appelle Sharon, j'ai 19 ans, je suis élève en prépa pour les grandes écoles de commerce. Et donc ma question c'est, par rapport aux entreprises européennes, quelle est votre stratégie, enfin quel est votre marché, quel est le marché que vous ciblez pour favoriser la croissance économique? Est-ce que c'est plutôt un marché mondial, c'est-à-dire vous allez plutôt exporter dans les BRICS aux États-Unis, ou vous voulez vraiment vous focaliser sur le marché européen et concentrer la croissance et favoriser justement la consommation en Europe? Voilà. Très bien. Une question pour les entreprises, une pour la politique, je pense. Où les entreprises se développent, bien évidemment, la première réponse, les entreprises se développent là où il y a des marchés importants, notamment de consommation. L'Europe reste un très grand marché, hein, il y a près de 400 millions d'habitants. C'est pour ça que ce marché, malgré les difficultés de croissance qu'il rencontre aujourd'hui, reste un marché très attractif. Donc il n'y a pas de mystère, hein. Sinon il n'y aurait pas autant d'entreprises étrangères notamment qui auraient vocation à vendre leurs produits et services en Europe. Donc l'Europe, il n'y a aucun doute que ça reste un marché attractif. Maintenant, parce qu'il y a encore des pays riches et avec une très forte consommation. Après, le deuxième objectif de l'entreprise, c'est d'aller chercher des marchés en croissance. Et c'est là où, avec l'Europe, c'est plus difficile. Donc ça reste un marché intéressant avec ses 300-400 millions d'habitants, 25% de l'économie mondiale. C'est un marché intéressant, mais ce n'est plus un marché attractif. Les marchés attractifs pour les entreprises sont ceux qui présentent de la croissance, d'où les entreprises vont là où la croissance existe. Donc voilà une réponse à deux têtes. Et aussi peut-être une réponse à la question spécifique sur le BEI. Si. Un commentaire, je ne vais pas répondre sur la BEI et sur la BEI. Mais pour répondre également à notre ami de tout à l'heure, ce que vous disiez, c'est exactement vrai. L'Europe, et dans l'Europe, la France, est un environnement extrêmement positif pour la création de start-up. C'est démontré par le nombre de start-up qui se créent. On regarde ça de très près. On les aide, on les absorbe, on les cocoon, etc. Mais le problème qui se pose, ce n'est pas au niveau de la start-up. C'est au niveau de la croissance de ces start-up. Et force est de constater que vous avez peu de start-up, si vous regardez dans la technologie, qui est ce que je connais le plus, qui se soit transformé en champion national ou en champion européen ces derniers 10 ans. Donc, arrivé à une certaine taille, là, il y a un plafond de verre. Soit c'est parce que l'accès aux capitaux est trop compliqué, soit c'est parce que l'accès aux nouveaux marchés est trop compliqué. Là, vous parliez de l'accès aux capitaux. Bon, là, vous avez deux modèles. Soit vous avez un modèle qui privilégie des venture capitalistes et qui va privilégier l'attractivité des capitaux pour investir dans les startups, et vous allez dans la Silicon Valley, vous avez une rue où vous avez tous les venture capitalistes. D'ailleurs, c'est toujours intéressant de voir que la traduction de venture capitaliste et capital risque, c'est-à-dire ce qui représente pour eux le capital de l'aventure, pour nous, c'est le capital du risque. C'est bon. Mais ça, je pense que les mots ont du sens. Venture, ça ne se traduit pas par risque. Et soit vous avez des modèles qui favorisent le financement par des venture capitalistes, soit vous avez des modèles qui ne les favorisent pas.
l'Europe n'est pas le lieu qui favorise le plus l'émergence des ventures capitalistes. On est vraiment à bout de notre temps. Ça, c'est bien discuté. Merci à tous les intervenants. C'est clair qu'il n'y a pas de potion magique pour la croissance ni l'emploi, mais il y a certaines pistes possibles, à moins qu'on trouve un bon équilibre entre la politique et l'industrie. Voici quelque chose pour digérer. Donc, merci beaucoup, merci à vous et les intervenants.